Bonjour à vous et bienvenue à Autrement dit, un balado qui a comme domicile fixe l'IRDA, l'Institut de recherche et développement en agro-environnement. Avec Carl Boivin et moi-même Félix Lavoie-Lochet, de l'équipe de recherche en régie de l'eau, on discute de différents sujets ayant trait à la gestion de l'eau qui sont d'intérêt pour le secteur agricole du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à Autrement dit. Aujourd'hui, on poursuit notre série en compagnie de l'équipe en ingénierie des infrastructures agricoles dans le cadre de la semaine des BPGE. Avant de parler des projets de recherche, j'accueille mon co-animateur, mon collègue Jérémy Vallée de l'IRDA. Salut Jérémy, ça va? Salut Félix, oui, ça va très bien. Cool, excellent. Dans le dernier épisode, on a parlé des eaux usées acéricoles, puis on reste un peu dans cette thématique-là aujourd'hui avec les eaux de lavage de légumes. J'accueille donc maintenant un habitué du podcast, Stéphane Godbout, chercheur à l'IRDA, pour discuter de la problématique spécifique des eaux de lavage des légumes. Salut Stéphane, comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci de l'invitation. Pour amorcer la discussion, Stéphane, dans un autre épisode, on parlait des eaux de lavage acéricoles. Maintenant, on est un peu, on est dans les légumes. On sait que les eaux de lavage, là, pour certaines fermes, c'est quand même assez important, là, surtout pour les légumes racines. On sait aussi que cette eau-là est pas 100% pure. Tu sais, moi, je me demandais les eaux acéricoles, c'était quoi un peu les contaminants qu'on y retrouvait. C'est un peu la même chose là avec les eaux de lavage de légumes. C'est quoi ces contaminants-là qu'on retrouve dans ces rejets-là? Puis je sais que vous avez quand même, ça fait longtemps que vous travaillez sur cette problématique-là des eaux de lavage là, des eaux de légumes. Tu peux-tu nous expliquer un peu cette problématique-là? C'est quoi les rejets là, qu'on retrouve? Puis aussi, on est aussi dans un contexte réglementaire, un peu comme les eaux acéricoles. Je suppose que c'est le même contexte réglementaire qui s'applique. Il doit y avoir certainement d'autres des normes qui sont un petit peu différentes là, pour les producteurs qui font du lavage de légumes. Peux-tu un peu démystifier tout ça? Oui, bien sûr, ça c'est... Ce projet-là, ou encore cette problématique-là, ça fait longtemps. Il y avait notre collègue et amie Caroline Côté, oui. À l'IRDA, qui est chercheuse chez nous. Elle est arrivée des mêmes années que moi, mais elle avait... Au départ, c'était pas moi qui travaillais là-dessus. Il y avait pas de réglementation, mais il y avait des discussions avec le ministère de l'Environnement, puis on parle des années 2007-2008. On va quand même... on recule un petit peu. Et puis là, Caroline, elle avait eu un projet, un gros projet pour visiter... je me souviens pas, là, une cinquantaine peut-être d'installations. Puis voir, bon, c'est quoi les concentrations, comment ça fonctionne. Parce qu'on sait que, comme tu as mentionné, qu'est-ce qui est un peu particulier, c'est que les gens, ils lavent les légumes à la ferme. Puis ça, c'est ça à l'époque, mais on regardait, mais c'était en dehors de tout ce qui était législation, parce que c'est comme un peu encadré dans le règlement agricole, les gens faisaient ça, donc c'était un peu, il n'y avait pas vraiment de réglementation spécifique pour ce rejet-là. Puis tranquillement, se pointait à l'horizon peut-être des questionnements de ministère de l'Environnement à l'époque. Fait que là, ce projet-là, Caroline avait réalisé avec ses collègues là-bas à Saint-Bruno. Ils ont visité, ils ont établi des concentrations. Qu'est-ce qu'il y a dans ce eau-là en concentration? Donc, on est arrivé à certains résultats. Oui, il y a de la matière en suspension, il peut y avoir d'autres choses, mais c'était beaucoup. Qu'est-ce qui interpellait le ministère de l'Environnement? Les collègues du ministère de l'Environnement à l'époque, c'était justement, il y a beaucoup de matière en suspension, la turbidité. Il y avait une question de couleur pour les betteraves rouges qui venaient en lien avec ça. Fait que ça a commencé comme ça. Et puis, il faut dire au cours des années, une des problématiques, c'était la fameuse couleur. Fait que, qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'on a initié une problématique avec, toute cette initiative-là par une problématique de couleur qui, finalement, à la fin, devient, vous allez voir tantôt, devient un peu accessoire en bout de ligne. C'est la première chose qu'on a vue. C'est la première chose qu'on voit. Ouais, c'est ça. Mais finalement, c'est pas ça que la réglementation, par la suite, on a mis le doigt sur d'autres choses. C'est ça. Le phosphore, l'azote, les matières en suspension, c'était moins visible. Ça, parce que toute l'histoire a commencé un petit peu avec une plainte il y a longtemps au niveau de quelqu'un qui lavait de la betterave rouge. Puis là, il y a quelqu'un qui a vu dans le fossé cette couleur-là, en pensant que c'était de l'huile hydraulique. Oh mon Dieu, OK. Bon, de fil en aiguille, c'est arrivé, là, vous m'excuserez, l'échelle de temps, je n'ai pas exactement les années, mais vous comprenez qu'en 2007-2008, ça a commencé
autour de ça un petit peu, puis là, tranquillement, ça a évolué. Ensuite, la Caroline a dit, ben là, là, ça a l'air à s'aligner pour être un peu comme du traitement, tout ça. Fait qu'elle dit, j'ai besoin de ma gang d'ingénieurs. Fait qu'elle est venue, à l'époque, Frédéric Pelletier et moi, nous voir, puis elle dit, ben là, pouvez-vous m'aider? Fait qu'on a fait un projet conjoint dans les années 2012, qui a fini autour de 2014, pour voir, aller un peu plus loin. Oui. Aller voir les débits, les concentrations. Puis d'où vient, essayer de faire des bilans, puis d'où vient la problématique. Mettons, le sol, phosphore, surtout les matières en suspension, ça vient de où? Fait que, mettons, où on peut en enlever? Fait que, on a vu combien il y en a, mettons, sur une carotte, qu'est-ce que ça représente? Si on la retire, un coup qui est rendu dans l'eau, bon, où va quoi? Ouais. Puis combien de solides j'ai par carotte, par exemple? Là, naturellement, si t'es en terre noire, si t'es en terre sablonneuse, les problématiques sont pas les mêmes. Oui. Mais c'est un peu ça. On a évolué avec ça un petit peu. Puis tranquillement, autour de 2014, 2015, je m'excuserai peut-être à plus ou moins 1 ou 2 ans, c'est tombé comme un peu sur la glace. Tout a arrêté. Là, ministère de l'Environnement, tout le monde, oups. Parce que moi, j'avais posé la question, j'avais dit, bon, c'est quoi les cibles? C'est quoi la cible? Ouais, okay, ouais, c'est quoi la cible? Fait que là, le ministère de l'Environnement disait, ouais, les matières en suspension, ça serait ça. Possiblement qu'on va légiférer, qu'on va discuter, mais il y avait rien, là. Tout était en discussion. Il n'y avait pas de réglementation à ce moment-là encore. Non. Fait que là, on demandait, c'était vraiment, c'est quoi la cible? Ah, tu sais, personne voulait s'avancer à mettre un chiffre. Puis là, tranquillement, est apparu un fameux chiffre 50 mg par litre, tranquillement au travail. Bon. Tranquillement, ça l'a monté. Tout ça pour arriver, comme un peu que le mandat qu'on a eu pour la sériculture. Bon. Pouvez-vous regarder ça un petit peu à faire puis essayer de rendre le tout respectueux de la nouvelle réglementation, le fameux RAFI. Okay. Fait que là, un peu avant la pandémie, ça s'est mis à s'emballer. Le RAFI est là. Les producteurs ont dit, on est jusqu'en 2023. Là, la date a été retardée. On est rendu en 2027, je crois. L'application full, la pleine application. Fait que là, mais avant la pandémie, juste autour de la pandémie, ça s'est mis à s'emballer. Les producteurs, tout le monde, ben là, dit, attends un peu. On n'a pas de solution. On a un chiffre qui s'en vient. On a un 50 mg par litre en matière en suspension. Mais tu sais, on n'est pas, ça va trop vite. On partait de loin à ce moment-là, là. Fait que le projet qu'on a actuellement, qui se termine, c'était vraiment essayer de trouver des solutions. Puis il voulait qu'on se base un peu sur ce qu'on avait fait avec Caroline, mais finalement, de fil en aiguille, beaucoup de producteurs avaient changé leurs pratiques, il y en a qui étaient plus en production, fait qu'il a fallu un peu comme recommencer un petit peu notre caractérisation globale pour voir un peu quoi faire. Puis on s'aperçoit, là, tu sais, mettons, pour faire une histoire courte, quasiment dire la conclusion avant l'introduction, c'est que, tu sais, au coup que c'est rendu dans l'eau, ben c'est difficile de sortir. Ouais. C'est-à-dire que les résidus, faut pas s'organiser que ce soit dans l'eau. Fait que je sais pas si je veux pas trop déborder sur les prochains sujets qu'on va aborder, mais je sais pas si je voulais que j'aille dans le fond, est-ce que tu sais le RAFI, est-ce que ça s'applique à tous les producteurs qui font du lavage de légumes? Comment ça fonctionne? Il y a encore une notion de superficie. De superficie en culture. De superficie en culture. Mais ça s'applique à toutes les cultures. C'est sûr que les problèmes est plus grand au niveau des légumes racines, on se comprend. Puis qu'est-ce qui est un petit peu délicat, c'est que quelqu'un qui est en terre noire ou qui a un peu d'argile, qu'est-ce que c'est ça, il est plus en difficulté, entre guillemets. La problématique est plus grande. Puis l'argent au niveau du prime vert pour se mettre à niveau est le même que les autres. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu plus délicat. Fait que c'est pour ça que la cible unique des 50 mg par litre au point de rejet, c'est toujours est plus complexe pour certains producteurs à l'atteindre finalement. Ça serait mieux d'avoir quelque chose de variable, mais bon, une réglementation, c'est une réglementation, c'est ça, c'est le fameux. Il peut varier, puis il peut devenir plus sévère. Plus contraignant un peu comme... Si toi, mettons, comme dans l'autre cas, s'il faut que, dans certains cas, tu as un point de rejet qui est plus fragile ou t'es plus d'hectares en production, ben là, faut que tu fasses une demande pour avoir un objectif de rejet. Puis là, peuvent s'ajouter d'autres choses. La DBO, par exemple, de matière de suspension, puis il peut s'ajouter la couleur à ce moment-là. Parce que la couleur, elle n'est pas directement dans le RAFI. OK. Fait que c'est comme une obligation supplémentaire qui pourrait s'ajouter. C'est ça. Puis c'est plus, on se comprend que c'est plus dans, bon, on parle de turbidité, tu sais, les poissons, tout ça, quand c'est trop sombre, l'entrée du soleil, tu sais, ça fait que dans ton eau, c'est trop opaque, ça peut en problème de la biodiversité, puis c'est un peu ça de la couleur. Puis actuellement, tu sais, mettons, la couleur en tant que telle, dans la réglementation, on n'a pas, mettons, tel chiffre, on a-tu un chiffre de couleur vraie? On n'a pas ça.
Mais c'est dans l'OAA qui est précisé. Donc, toi, chaque producteur pourra avoir une demande un peu différente en fonction du débit de ton point de rejet, qualité de l'eau du point de rejet dans lequel qui est en amont de ton point de rejet. Là. Fait que c'est un peu ça peut jouer un peu. Fait que qu'est-ce qui est un peu comique, c'est dans le fond, on est parti avec une problématique de couleur pour finir finalement que la couleur, ça finit comme esthétique, entre guillemets, à la fin, accessoire. Mais ça arrive souvent comme ça a levé le drapeau d'une chose. Et puis là, maintenant, c'est beaucoup les matières en suspension. Puis c'est le fameux 50. Mais ça peut arriver que tu n'aies pas de trop. Tu sais, c'est moins sévère si tu rejettes dans le fleuve, c'est sûr. C'est une question, tu sais, c'est toujours où tu es, le milieu du fragile, qu'est-ce qu'il y a en amont de ton point de rejet. En général, c'est quand tu sais, souvent, qu'est-ce qui est intéressant pour ceux qui sont installés, peut-être, il peut avoir un fossé chez eux. Mettons, si ton fossé est chez vous, ben, ton point de rejet va être au bout de ton fossé, mettons. Fait que tu peux te servir un peu parce que c'est une question de temps de décantation, temps de séjour, hein. Puis vu qu'on passe beaucoup d'eau, si, mettons, tu as de l'argile ou tu prends un temps fou à te déposer, on se comprend que s'il faut que tu entreposes 5 jours d'eau de lavage ou 10 jours d'eau de lavage, ben, ça te fait des lagunes qui sont... Parce que là, les volumes impliqués, tu sais, on était dans un autre épisode en acériculture, mais là, ça peut être des dizaines, c'est peut-être même des centaines de mètres cubes. Là, ça va vite. C'est ça. Puis c'est ça un peu. Puis là, c'est beaucoup il y avait beaucoup de lagunage actuellement, mais qu'est-ce que le projet, le mandat, on essaie de voir ça de manière plus globale. Qu'est-ce qui se passe avant? Qu'est-ce qui se passe dans la laveuse? Puis qu'est-ce qui se passe après la laveuse, par exemple? Fait que c'est un peu ça qu'on a abordé pour voir le problème, la problématique de manière plus large et non juste au rejet. Donc, c'est super intéressant de voir l'évolution des projets, Stéphane. T'en as un peu discuté là en introduction, mais est-ce qu'on peut parler là maintenant des solutions plus en profondeur que vous avez développées au courant des dernières années? Moi, je suis quand même quelqu'un de visuel. Je sais pas, on pourrait peut-être partir directement à partir du champ puis de voir la chaîne de traitement, comment on peut améliorer puis optimiser toute cette chaîne de traitement-là pour finalement là améliorer la gestion de ces rejets-là. Donc, comment peux-tu nous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça, là? Oui, ben c'est ça que c'est intéressant parce qu'au début, j'étais approché un peu plus pour le traitement de l'eau, mais dans le fond, on s'aperçoit qu'il faut travailler aussi en amont dès le début. Ouais. Puis c'est sûr que on sait que certains légumes aiment savoir un peu de terre pour l'entreposage puis la conservation, mais d'en laisser plus au champ possible, fait que ça serait intéressant. On a vu quelques producteurs là qui là la récolteuse, entre autres des carottes, vont avoir soit des douais ou des choses pour brasser un peu la carotte pour qu'il y ait du sol qui tombe tout de suite là avant d'arriver dans les boîtes à l'entrepôt. C'est sûr que l'ajustement, l'entretien, on a vu des récolteuses qui sont vieillissantes, des douais de caoutchouc non ajustés. Moi, je pense qu'il y a déjà un petit travail à faire là. Sans, tu sais, même si la réglementation, tu veux pas trop regarder ça tout de suite, je pense que déjà, t'organiser pour laisser la terre au champ, c'est déjà un bon moyen. Puis ensuite, un coup que, mettons qu'ils sont dans les boîtes ou entreposés, tu vas les mettre sur ta machine, on peut penser à du prélavage, mais souvent, nous, on avait beaucoup regardé appelons ça le dépierrage ou le déterrage, c'est-à-dire qu'il passe sur un genre de convoyeur. Fait que là, avant d'entrer dans la machine à laver, il faut encore, juste avant, mettons, tu déverses ta boîte. Mais là, tu vas les faire un peu vibrer ou, entre guillemets, shaker un peu pour que ça tombe sur le plancher ou en dessous dans les boîtes, la terre, pour en enlever le plus possible. Là. Puis on a vu, nous autres, on a fait des tests, puis tu avais un déterreur d'1,2 mètre de long, puis on allait chercher comme 40% de la terre qui était sur le légume. Juste de façon mécanique, on enlevait 40%. C'est ça. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand c'est sec, ben c'est pas pesant, c'est tu rembourses ça en dessous, puis tu t'en vas le remettre au champ. Tu sais, c'est vraiment plus facile à manipuler. Comme je mentionnais tantôt, là, un coup que c'est rendu dans l'eau, là, la guerre est compliquée. C'est un peu perdu ta bataille, un peu. Fait que, puis après, ben il y en a qui peuvent un peu prélaver, tu peux pour économiser un peu de l'eau, mais en gros, si tu fais un bon travail de déterrage, ça peut aller très bien. C'est sûr qu'il faut pas abîmer le légume. Il y a tous des petits paramètres à tenir en compte. Puis après, dans la laveuse, ben là, en général, c'est assez, je dirais, standard. Puis ensuite, après la laveuse, ben là, qu'est-ce qui reste? Il faut essayer de le traiter ou de le gérer. On a, c'est sûr que tu peux avoir, ça dépend où tu es, mais souvent, bon, la sédimentation est souvent
un des moyens, c'est-à-dire avoir une lagune ou un sédimentaire ou des réservoirs, une série de réservoirs qui te permet tranquillement de faire sédimenter jusqu'à ton rejet. Fait que là, il y a aussi des puits d'infiltration ou des champs d'infiltration, mettons des lits de sable. Tu peux avoir différentes techniques, mais qu'est-ce qu'il faut être conscient, c'est que c'est souvent des matières en suspension qui sont assez, des fois ils sont un peu dissoutes dans l'eau, fait qu'ils peuvent prendre beaucoup de temps. Puis ça peut prendre 4-5 jours à précipiter. Fait que si tu laves, tu peux essayer de profiter du week-end, de la fin de semaine des fois, mais donc ça peut être des grosses lagunes ou des grosses installations, puis le coût peut augmenter. Puis on sait qu'une lagune ou excuse-moi. Ben c'est ça, oui. Il faut avoir la capacité de fonctionner pour 4-5 jours puis d'entreposer toute l'eau nécessaire. Là, ça devient énorme. Ça peut empiéter sur ta terre, ça peut empiéter. Puis de la manière, des fois, les gens sont installés avec les bâtiments qui étaient un peu coincés. T'as pas tant de place que ça. Puis il y en a qui ont des rejets un peu plus fragiles. Fait qu'il faut faire attention. Fait que c'est pas égal pour tout le monde. Le type de sol a une importance. Puis c'est ça, c'est que notre objectif, c'est de voir comment optimiser tout ça sans trop de joues. Fait qu'on peut passer pour la couleur, on travaille un peu avec l'aération, des rideaux, par exemple. Je sais pas comment appeler ça, mais c'est comme un rideau que tu mets pour essayer de mettre comme faire des cellules dans ta lagune pour augmenter, puis on augmente un peu les temps de rétention. Puis là, c'est sûr que qu'est-ce qui arrive, c'est un peu tout ce qui est des fois biologique ou autre, c'est difficile parce que les gens, ils lavent, mettons, des journées, ils arrêtent 2-3 jours, ils recommencent. Il y a rien de constant. Fait que c'est sûr que la problématique est grande, puis chaque producteur est différent. Puis nous, l'approche qu'on a choisie, c'est vraiment, on a testé des méthodes, comme exemple le déterreur, puis notre approche est plutôt d'aller chez le producteur, faire un genre de bilan de qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, puis où que je peux agir. De manière... Puis c'est ça qui rend un peu le travail intéressant et difficile à la fois. T'sais, les gens disent c'est facile, oui, mais c'est quoi la meilleure solution la moins chère? Puis ça dépend le prix qu'on veut payer notre carotte. Puis j'ai toujours dit, je vais te le traiter ton eau. Mais si je mets un bidule qui coûte 1 million, qui va... C'est ça. Cette charge-là que le producteur va investir, il va la refiler au consommateur éventuellement. Parce que là, on a des carottes, des betteraves à des prix très abordables. Qui va payer quoi? Fait que nous, notre but, c'est de voir comment je peux faire pour rester dans un cadre de prime vert. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça coûte pas trop cher au producteur tout en répondant aux normes? Fait que c'est ça la beauté et la difficulté du projet. Mais moi, j'aime ça parce que j'aime mieux, pour chaque producteur, il n'y a pas, si je reviens un peu, il n'y a pas de solution mur à mur. Fait que chaque producteur, faut voir dans notre catalogue, qu'est-ce qu'on peut mettre puis agencer comme chaîne de traitement. Travailler au début. Bon, il y en a un producteur un peu évangélique, il a modifié sa récolteuse, il a acheté une autre, tranquillement. Fait que là, quand on arrive à la sortie, là, dans l'eau, il a fait son possible avant. Il y en a déjà moins à traiter. Il y en a moins à traiter. Bon, maintenant, on peut travailler sur le dernier petit bout de la chaîne pour vraiment atteindre le rejet. Fait que moi, je dis aux producteurs, attendez pas là que je passe ou quoi que ce soit. Travaillez donc tout de suite au début, récolteuse, dessableur, avant la machine, là, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Là, il y avait des gens qui avaient installé une déterreuse, comme ça, un convoyeur qui faisait bouger les carottes puis tombait, puis la terre qui tombait au sol, les gens la balayaient puis la pelletaient puis la remettaient dans le caniveau de l'eau. J'ai dit, faudrait expliquer à l'employé que le but, c'est pas, il faudrait qu'ils prennent la brouette puis qu'ils sortent, c'est ça. Et non le remettre dans l'eau parce que là, il y a aussi ça aussi, faut voir, faut comprendre qu'est-ce qu'on fait puis aussi bien le dire parce que le producteur est pas toujours dans des fois il y a des employés qui, fait que là ils comprenaient pas trop, fait que c'est des anecdotes qui arrivent, mais dans le fond c'est qu'est-ce que je peux faire avant que le solide arrive dans l'eau. On a parlé beaucoup de solutions, on va dire, physiques. Avez-vous déjà évalué les flocculants ou d'autres procédés de traitement qui seraient peut-être issus de d'autres domaines, mais qui pourraient être applicables dans le domaine agricole? Ça, c'est une bonne question. C'est au début du mandat du projet, puis ça fait longtemps, là, on a comme un peu mis un côté un petit peu pour le moment. Là, ça revient actuellement. La question est bonne parce que justement, on se questionne à savoir, mettons, y a-t-il moyen d'avoir des allons de ce monde ou des choses comme ça pour floculer ou précipiter des choses parce qu'on voit que dans certains cas, ça soit peut-être pas possible. Fait qu'on a étudié un peu, mettons, les précipitations avec l'électrochimie, entre guillemets. On avait
là, actuellement, c'est ça. On est rendu à un stade qu'on regarde, voir s'il n'y a pas d'autres. Puis il n'y aurait pas d'autres approches. Puis il y aurait des universitaires qui ont développé des flocculants, mais plus biologiques, plus biodégradables. Mais pour le moment, on en est là. Parce qu'au départ, avec Caroline Côté, on disait, ben, tu sais, on commencera pas à ajouter des choses quand il faut en retirer. On trouvait ça drôle un petit peu, parce que ce que je fais, moi, si je mets des métaux lourds, comme l'électrochimie, si j'ai des anodes, cathodes, j'ai un cuivre ou peu importe qui se ramasse, bon, est-ce que c'est quoi les quantités? Est-ce qu'on crée un autre problème futur? C'est pour ça que je marchais un peu sur des œufs pour l'ajout de quelque chose, mais si on trouvait des choses qui se dégradent rapidement, qui sont pas, comme je pourrais dire, qui dérange pas l'environnement, ben, je pense qu'on pourrait y aller. Mais c'est une bonne question qu'on a mis de côté ça au début, mais qu'aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait revisiter ça dans dans le nouveau contexte. Bon, Stéphane, on vient de parler pas mal en détail là, de plusieurs solutions concrètes pour améliorer la gestion des eaux de lavage. Est-ce qu'il existe encore là, dans la chaîne de traitement des aspects pouvant être améliorés? Autrement dit, là, c'est quoi ta vision sur la recherche qui doit être effectuée dans les prochaines années, toujours dans le but là, de diminuer encore davantage les quantités d'eau nécessaires au lavage des légumes, puis par le fait même les quantités d'eau qui devront être traitées? Ça, c'est une autre bonne question. Je vais me répéter, il faut s'organiser pour pas que ça aille trop dans l'eau. Donc, au niveau de la récolteuse, peut-être il y a du travail à faire. Et, moi, je pense aussi tout ce qui peut être pré-trempage, pré-lavage. Mettons, je prélave. Ça dépend des légumes, là. Mais peut-être certains légumes pourraient être prélavés, puis, mettons, entreposer un petit peu comme prélavés, puis ensuite venir les mettre dans la machine. Puis le prélavage pourrait être juste dans une eau qui se recircule. Donc, on prendrait moins d'eau, puis on aurait... c'est sûr que la concentration va augmenter, mais bon, il pourrait avoir moyen d'avoir moins de volume à traiter. Et je pense qu'il faut vraiment aller vers des technologies robustes et simples, beaucoup plus physiques que chimiques, selon moi. Puis des fois, ben c'est plus d'immobilisation pour le producteur, mais l'immobilisation peut l'amortir sur plus long terme, souvent si ça marche longtemps. Fait que rester dans des solutions simples. Parce que là, Stéphane, en fait, là, on bâtit pas non plus des usines de traitement industrielles. Là. C'est pour ça que vous voulez rester quand même plutôt simple, méthode physique, que ça soit plus simple pour le producteur. Fait que c'est vraiment d'essayer d'utiliser ces technologies-là pour atteindre la meilleure ou faire le meilleur traitement possible de ces rejets-là, finalement. Là. Ouais, c'est ça. Puis utiliser qu'est-ce que le producteur maîtrise bien. Tu sais, disons, vider une lagune avec une pelle mécanique, c'est vraiment dans les cordes du producteur. Mais si tu demandes retirer des anodes, des cathodes, ajouter de l'un, des produits chimiques, est-ce que c'est dans ses cordes? C'est ça. Encore là, chaque producteur étant différent, peut-être que oui. Mais nous, souvent, les producteurs aiment mieux les méthodes de base. Qui maîtrisent. Ils ont d'autres choses aussi à faire dans leur journée que s'occuper de l'usine de traitement de l'eau. Puis souvent, ils ont peu d'ouvriers spécialisés. Fait que faut rester, moi, je pense que si ça veut être adopté, il faut rester dans ce contexte-là. Fait qu'est-ce que tu vois que finalement, il y aura encore des projets de recherche à faire dans ce domaine-là, malgré, tu sais, dans le fond, on a un long historique de recherche à l'IRDA dans ce domaine-là. Est-ce que tu penses qu'il reste encore un petit dernier bout de chemin à faire pour les eaux de lavage des légumes? Bon, il y a toujours la recherche partout à faire, mais mettons que si je regarde ça, moi je pense qu'on est plus rendu dans comme un peu d'adaptation transfert. Il existe on en a testé des technologies, on en a vu, on en a modifié. Fait que je me disais, je pense que là, rendu là, on est comme essayer d'adapter les technologies puis les tester les implanter dans différentes conditions. On est plus rendu là, je crois. Mais la recherche, on peut toujours en faire, oui, là, ça c'est sûr. Mais, c'est ça. Mais si on veut aller plus vite, on est rendu à l'adaptation puis à l'implantation, démonstration, beaucoup plus. Bon, ben merci encore une fois, Stéphane. C'était vraiment intéressant. On est maintenant, je pense, bien au fait là, des enjeux puis que les producteurs vivent concernant le traitement des eaux de lavage des légumes. Merci beaucoup, Jérémy, pour la co-animation. Puis je souhaite à tous nos auditeurs et auditrices une excellente semaine québécoise des bonnes pratiques de gestion de l'eau en agriculture. Puis à très bientôt pour un autre épisode de Autrement dit. Merci beaucoup.
Le projet intitulé Gestion environnementale des eaux usées en agriculture a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Le volet eaux maraîchères bénéficie des orientations d'un groupe de travail sur les eaux de lavage maraîchères, GTELM, composé des coordonnateurs, des partenaires, des professionnels du MAPAC, du MELCCFP et des professionnels des centres de recherche et développement.